Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais comme j'ai pu le dire à certains qui avaient communiqué avec moi via email, dont d'ailleurs Bill Carson, que je salue, amigo. Je suis très occupé. Tout le monde le sait, hein, il y a eu une pandémie mondiale qui nous a touchés de plein fouet, et donc ça a pas mal changé la vie de beaucoup. Ça a changé ma vie à moi aussi, ce qui fait que du coup, voilà, au niveau professionnel et autres, il y a eu un virement. J'ai mis beaucoup de temps aussi sur ma chaîne d'immigration. Du coup, comme je suis beaucoup occupé, comme je viens de le dire, professionnellement, en plus de mettre plus de temps sur la chaîne d'immigration, j'en avais plus du tout pour la chaîne cinéma. C'est sûr que bon, la chaîne d'immigration, c'est un petit peu normal parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent au fur et à mesure par rapport au coronavirus. Et c'est un petit peu spécial comment fonctionnent les délits d'immigration. Donc j'essaye quand même de tenir au courant un maximum les gens qui n'habitent pas ici au Canada, ce qui est complètement normal et logique. Mais dans les emails qu'on m'a envoyés, j'avais répondu que pendant les vacances de Noël, comme j'ai un petit peu plus de temps, je suis un petit peu sur pause au niveau professionnel pendant une semaine ou deux, une petite 2 semaines, j'avais dit, bon ben voilà, ça va être le temps de faire une nouvelle émission sur Nation Cinéma. Donc voilà, je suis là. Je ne sais pas combien je vais pouvoir en faire. Bon, au moins, il va au moins y en avoir une pour les vacances de Noël, pendant les vacances de Noël. Donc aujourd'hui, Nation Cinéma, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. J'ai le meilleur Star Wars. Évidemment, je veux parler de The Mandalorian, qui pour moi est exceptionnel. Petite parenthèse peut-être avant de parler de The Mandalorian, il y a 2 séries, on est ici sur la chaîne cinéma, on est bien, on est ensemble, on va parler cinéma. 2 séries que j'ai quand même aimées dernièrement. The Queen's Gambit sur Netflix, alors ça c'est une série, clairement tout le monde en a parlé, hein, je veux dire, voilà, c'est pas non plus, c'est un petit peu normal, j'imagine que je l'ai apprécié, tout le monde l'a apprécié, c'est vrai que c'est très bon. Sur les échecs, avec Anya Taylor-Joy, de Scott Frank et Alan Scott, c'est une série qui a été quand même au premier rang dans 63 pays différents sur Netflix, ce qui est quand même pas mal. C'est la meilleure réussite de Netflix en termes de pognon à l'heure actuelle. La note c'est 8.7 sur 10 sur IMDb. Si tu n'as pas vu cette série, je te la recommande. C'est une très bonne série. C'est très bien fait, c'est très bien joué. C'est basé sur une histoire vraie, mais c'est un petit peu adapté. C'est vraiment pas mal. Autre série que j'ai aimée, The Witcher. Donc là, je n'avais pas fait évidemment de vidéo depuis longtemps. Donc voilà, ça rattrape un peu il y a quelques temps. The Witcher, c'est une série que j'ai vraiment aimée. De Lauren Schmidt, 8.2 sur 10 sur IMDb. La saison 2 va sortir en 2021, si tu as vu la première saison, avec Henry Cavill. Donc c'est certain que bon, j'avais un petit peu joué aux jeux vidéo. J'ai pas été très fan du jeu vidéo. Je te dirais The Witcher 3, ça n'a pas été trop mon truc, mais j'ai joué quand même suffisamment pour comprendre un petit peu l'histoire et j'ai vu qu'effectivement dans la série ils avaient pas mal repris l'histoire. C'est sûr que l'histoire de la série est plus basée sur la série de livres du Witcher, mais on retrouvait quand même, comme les jeux sont aussi basés sur les livres, on retrouvait un petit peu pareil de la narration. C'est quand même très intéressant. Autre chose qui me revient tout de suite en tête comme ça, autre série que j'ai beaucoup aimée, c'est une série, il me semble, égyptienne qui s'appelle Paranormal. Sur Netflix, je vais sûrement la mettre au montage quelque part. Je te renvoie à cette série-là. Moi, je l'ai regardée en version originale. Je regarde toujours les séries en version originale. Et j'ai vraiment adoré cette série-là. Ça a été une vraie découverte. Ça se passe dans les années, il me semble, 70 de mémoire. Je me souviens plus exactement. Et c'est superment bien écrit. C'est vraiment bien joué. Il y a plein de twists. C'est fait comme ça d'une manière, voilà, à cette époque-là, des années 70, et puis il y a du paranormal dedans. Le personnage principal est vraiment cool. Il ressemble un peu au style Amélie Poulain, tu sais, avec beaucoup de réflexions en arrière, etc., qui sont assez drôles. Un petit côté cocasse par rapport à la vie de tous les jours. Donc très intéressant aussi. Voilà, ça c'est un petit peu le tour. Après j'ai vu pas mal de films, des films qui m'ont plus ou moins déçu, comme Tenet récemment, par exemple, j'ai vu ça la semaine dernière. Je n'ai pas trouvé que c'était le meilleur Christopher Nolan, même si j'ai compris à la base qu'il y avait quand même des éléments qui étaient très intéressants dans la narration de The Tenet, mais c'était pas, voilà, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur par rapport à Inception ou Interstellar par exemple. Bon, bref, on va parler aujourd'hui de The Mandalorian. The Mandalorian, ça commence tout de suite.
The Mandalorian, alors moi ça c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, c'est clairement pour moi le meilleur Star Wars. Tous les derniers Star Wars, j'ai pas mal été déçu. Pour moi, jusqu'à maintenant, il y avait l'Empire contre-attaque qui était le meilleur film Star Wars de tous les temps, j'ai toujours pensé. J'aimais bien aussi quand même un peu la menace fantôme, mais la seule vraie trilogie c'était le 4, 5, 6. Et après ça, 1, 2, 3, je trouvais qu'il y avait beaucoup de défauts, beaucoup de trous scénaristiques. Des choses qui sont un petit peu incohérentes, ça fonctionne pas très bien. Il manquait cet état d'esprit qu'on avait dans le 4, 5, 6, à la fois de dramatisation et de comédie en même temps, qui faisait qu'en tant qu'adulte, on était rattaché à l'histoire, mais les enfants pouvaient aussi regarder. Et après ça, je pense que 7, 8, Solo, Star Wars Story, tout ça, on s'est perdu dans un méandre d'effets spéciaux et dans des histoires de plus en plus incohérentes. Donc, et les effets spéciaux, je les trouvais pas nécessairement tout le temps bien faits. Alors que quand tu regardes le 4, 5, 6, même si ça a vieilli, comme ils utilisent de toute façon un système un petit peu voilà, d'animatronique, etc. Donc les effets spéciaux restent encore quand même d'actualité, c'est quelque chose qui colle à la peau. Et dans The Mandalorian, on retrouve le même univers que j'ai retrouvé dans le 4, 5, 6. Donc vraiment, au niveau scénaristique, quelque chose qui est très équilibré. C'est-à-dire que vraiment, on va pouvoir avoir les adultes, mais aussi les enfants qui vont coller à ça. J'ai regardé la saison 2 avec mon fils, il a beaucoup aimé, avec Liam. Ça a été vraiment un bon moment, donc on est un peu dans les deux. Les effets spéciaux sont aussi bien travaillés, même quand il y a des épisodes qu'on dit filling, c'est-à-dire où on remplit en fait du contenu au milieu. Certains épisodes où il arrive peut-être des aventures à Mando, il l'appelle Mando, Din Djarin, le héros. Bon, et que finalement, on voit surtout dans la saison 1, il y a 1 ou 2 épisodes comme ça où finalement la trame fonctionne pas vraiment et n'avance pas, mais ça reste quand même des épisodes qui sont divertissants avec un personnage qui continue à évoluer et ça en reste très intéressant. Le personnage du Mandalorian est juste exceptionnel, il a un code, on reprend un petit peu les thèmes des films de Kurosawa avec les codes samouraïs. On est aussi carrément dans la référence de Sergio Leone au niveau du western, c'est une sorte de western intergalactique, et on a l'évolution de ce personnage-là à travers ses codes, mais à travers ses codes, il évolue aussi au niveau de sa personnalité, et aussi on voit plein de choses qui se greffent, comme par exemple son armure qui évolue au fur et à mesure et qui a une raison pourquoi elle évolue. Et contrairement par exemple à Solo, Star Wars Story, où on essayait de trouver un petit peu des excuses pourquoi on va dire ok c'est la veste de Han Solo et là on grève ça là-dessus. Non, là il y a vraiment une mythologie par rapport à son armure. Si tu es fan de Star Wars, et que tu as vu, par exemple, tu as joué à des jeux comme Knights of the Old Republic ou SWTOR, même si tu n'as pas beaucoup joué, juste un petit peu, tu t'y es un petit peu intéressé, tu vois qu'il y a tout de suite de la mythologie qui a été empruntée à ces jeux-là qui sont très poussés au niveau de mythologique. Il y a de la mythologie qui a été empruntée aussi à toute la saga de Timothy Zahn au niveau littérature, donc ça on est vraiment dans Star Wars, qui a été d'ailleurs une référence pour Dave Filoni pour toutes ces séries animées qui sont Star Wars Rebelle, Star Wars, l'attaque des clones, etc., etc. Donc c'est réellement une série qui est complète, c'est excessivement bien joué, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est réellement le meilleur Star Wars qu'on a eu jusqu'à maintenant. Saison 1, saison 2, j'ai vraiment aimé les deux. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que la saison 2 se termine. Donc ce qu'on commence dans la saison 1 se termine dans la saison 2. C'est fini, la trame est terminée. Après ça, on pourrait la relancer. Donc s'ils ont envie de faire une saison 3, ils pourraient la relancer. Mais a priori, si on s'arrête là, l'histoire est terminée. Ça, j'apprécie beaucoup aussi. Au lieu d'essayer de relancer quelque chose qui ne se terminera pas éventuellement, là, c'est vraiment fini. Donc il y a quelque chose comme ça qui m'a un petit peu interpellé là-dedans. On continue là-dessus. Je suis parti. Alors, The Mandalorian, c'est une série qui a été créée par Jon Favreau. Elle est notée 8.8 sur 10 sur IMDb, tu vois que c'est quand même assez énorme, avec Pedro Pascal. Pedro Pascal qui est exceptionnel dans ce rôle-là. Je pense que ça a vraiment été un très bon choix pour sa carrière de choisir ce rôle-là. Il faut quand même que tu saches qu'on a référence au Mandalorian, si tu connais un petit peu, et donc Boba Fett, qui est un petit peu l'origine de l'idée des Mandalorians, qui après ça a été bien plus créé et bien plus réfléchi, ne serait-ce qu'au travers des jeux vidéo, comme je le disais tout à l'heure, et de la littérature. Ils ont une planète et tout ça, il y a des codes, il y a des systèmes, il y a des clans, il y a des choses qui sont créées en arrière de ça. Mais quand même, Pedro Pascal, ça a réellement été une bonne idée d'être en arrière de ce masque-là, parce que c'est un personnage qui est ultra charismatique,
C'est un personnage qui a réellement une personnalité en arrière de fond. Et je pense que c'était un très bon point pour sa carrière, puisque jusqu'à maintenant, il avait quand même une bonne carrière. C'est quelqu'un qui est âgé de 45 ans, il est quand même pas jeune non plus, mais il n'avait pas la carrière de quelqu'un qui était en avant. Et je pense que c'est un très bon choix dans les premiers rôles. Et je pense qu'on va le voir certainement par la suite, Pedro Pascal. Dans des premiers rôles. Tu as Gina Carano, et Gina Carano qui était... ah, c'est Mario. Gina, c'est bon. Gina Carano qui est à la base aussi une championne de MMA, hein, donc ça c'est l'UFC, et qui avait finalement fait carrière notamment grâce à Haywire en 2011 de Steven Soderbergh, qui est un film assez moyen, mais il y a Ewan McGregor aussi là-dedans. Un film assez moyen, mais quand même qui se regarde, qui est quand même un film assez complet. C'est un film d'action et on retrouve pas Steven Soderbergh dans les films d'action habituellement, donc tu as réellement une manière de tourner l'action dans Haywire qui est différente sous le regard d'un réalisateur dont on n'a pas l'habitude de retrouver dans ce genre de situation-là au niveau de ce type de film-là. Giancarlo Esposito, pareil, hein, qui a un rôle exceptionnel et qui joue le mauve Gideon dedans, Gideon. Bon, très bonne idée aussi. On le voit pas souvent dans la série, on le voit à quelques reprises dans quelques épisodes. C'est une très belle idée parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est aussi méchant et charismatique dans son côté très mauvais. Pourquoi pas? Très belle idée. Werner Herzog, qui est quand même un réalisateur et qui a accepté de jouer le rôle sans connaître l'univers Star Wars, car Werner Herzog, c'est quand même un réalisateur slash poète, c'est quelqu'un qui est très particulier, qui a accepté le rôle et qui a dit d'ailleurs en jouant dans la série que c'était quelque chose de très abouti. Il voyait tous les animatroniques, il ne faut pas oublier qu'il y a très peu de CGI quand même dans le film, dans la série. Si je reprends par exemple... ne serait-ce que dans la saison 2, à la fin, si tu regardes dans le dernier épisode, tu vas voir qu'il y a des droïdes. Et les droïdes, on a l'habitude de les voir comme dans l'épisode 1, 2, 3 ou dans les derniers 7, 8, 9, qui sont la plupart du temps faits uniquement en CGI. Et ce coup-ci, c'était vraiment des gars qui étaient dans les armures. On a fait un petit peu de CGI pour masquer en fait la masse corporelle de la personne en dessous de l'armure, mais les armures sont des vraies armures et les gars ont vraiment bougé synchrone pour pouvoir faire les robots. Donc on voit qu'il y a quand même un travail et lui a apprécié réellement ce travail-là. On voit je vais y arriver, Temuera Morrison qui reprend son rôle de Boba Fett. Il y a Boba Fett qui revient dans la série. C'était très, très bien de le revoir. Et là, il y a un petit peu plus de travail au niveau de Boba Fett qu'on n'a pas nécessairement vu dans les Star Wars jusqu'à maintenant. Il faut quand même le rappeler. Boba Fett, bon, voilà, on le voit dans le 5 et le 6, mais il a quasiment aucune ligne de dialogue. C'est un personnage qui a été encensé par les fans juste par sa prestance et sa présence au niveau de la caméra. Mais en fait, c'est un gars qui est masqué, quoi. Il est sous un masque, sous un casque même. Et finalement, là, on le voit, il revient évidemment dans l'attaque des clones. Il y a Jango Fett qui était là, qui a donné un petit peu, vu que Boba Fett c'est le clone qui lui vieillit, hein, donc le clone quasi parfait de Jango Fett. Donc bon, on voit à travers Jango Fett ce que Boba Fett aurait pu devenir, mais Boba Fett est devenu quelque chose d'autre vu que son père de toute façon est mort et qu'on voit qu'il y a une chronologie dans sa vie personnelle qui a été un petit peu différenciée. Donc il y a réellement une mythologie qui a été construite par rapport à la mort de son père et à partir de là, tout a déclenché et c'est devenu un personnage qui est quand même assez sauvage. Et il y a quand même une créativité au niveau de ce personnage-là. Et pour une fois, on peut voir qui est réellement Boba Fett, ou en tout cas l'introduction de qui est Boba Fett. On retrouve aussi Nick Nolte notamment. Donc, quand même à noter, au niveau des créateurs, c'est Jon Favreau. Alors, bon, Jon Favreau, je pense qu'il a une très bonne idée de créer cette série-là. C'est vraiment une bonne idée. Jon Favreau n'a pas fait que des bons films. Jon Favreau, c'est le réalisateur notamment de Iron Man 1, qui est très bon. J'ai rien à dire sur celui-là, mais aussi Iron Man 2. C'est un peu moins bon. Chef, notamment, qui avait cette série-là. Bon, le The Lion King live, le Roi Lion, tu sais, le remake du Roi Lion, mais en normal, pas en normal, mais en film. Bon, ouais, c'était pas très. Donc, c'est un réalisateur qui est un petit peu en dents de scie, je te dirais. Des fois, il fait des bons trucs, mais pas que. Là, c'était un très bon choix. Il faut savoir qu'il s'est quand même allié à Dave Filoni. Alors, Dave Filoni, lui. C'est le créateur de Star Wars Rebels, c'est le créateur de Star Wars L'Attaque des Clones, toutes les séries animées en fait que tu as pu voir sur Star Wars qui se suivent au fur et à mesure dans la mythologie. Donc il a apporté énormément de contenu à la série et notamment des personnages qu'on voyait dans ces séries-là et qui finalement ont pris vie au travers des traits de certains acteurs. Donc il y a réellement un apport et ça je trouvais ça bien parce que si jamais tu as regardé les séries, tu retrouvais les personnages et où est-ce qu'ils étaient arrêtés dans la série, tu les retrouves dans le Mandalorian exactement où est-ce qu'ils sont censés être.
Donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau des réalisateurs, il y a eu plusieurs réalisateurs qui ont participé à ce projet-là. Donc je retiendrai tous les réalisateurs, je vais tous en parler. Rick Famuyiwa qui lui notamment est le réalisateur du grand film Dope qui est sorti en 2015, 7.2 sur 10 sur IMDb. Si tu l'as pas vu, ça manque à ta filmographie. C'est un très très grand film. Ça prend vraiment l'univers des ghettos, on va dire, américains et une vision complètement différente de ce qu'on peut voir dans les films habituellement. Quelque chose de bien plus poétique, bien plus réfléchi, bien plus comédie aussi. Quelque chose qui est quand même très bien maîtrisé. Dave Filoni, donc évidemment il en a réalisé quelques-uns, je viens d'en parler, Star Wars Resistance, The Clone Wars, Star Wars Rebels. Bryce Dallas Howard, qui a également réalisé 2 épisodes dans Le Mandalorian, la fille de Ron Howard, qui se met un petit peu à la réalisation. Elle a fait des courts-métrages, notamment il n'y a pas longtemps. Deborah Shaw, aussi également, qui est une réalisatrice qui est beaucoup dans l'univers justement des séries télé et qui a pas mal réalisé beaucoup d'épisodes comme ça de séries télé assez connues. Peyton Reed, alors Peyton Reed, si tu ne le connais pas, c'est le réalisateur de Ant-Man en 2015 ou encore de Ant-Man and the Wasp en 2018 ou aussi de Yes Man en 2008 avec Jim Carrey. C'est quand même aussi un réalisateur assez talentueux, je te dirais. Taika Waititi, alors moi Taika Waititi je l'adore, voilà, ça c'est personnel, mais moi Taika Waititi c'est quelqu'un que vraiment j'apprécie beaucoup, je trouve qu'il a une créativité absolue remarquable. Donc c'est lui le réalisateur très récemment de Thor Ragnarok par exemple, que j'ai trouvé très réussi, qui est un des, à mon sens, dans l'univers des Avengers, un des films de super-héros les mieux réussis jusqu'ici, très drôle, très punchy, c'est très, surtout l'aspect comique est très drôle, moi ça me fait beaucoup rire. Très punchy, très dynamique aussi, très fluide. Il avait fait aussi What We Do in the Shadows en 2014, qui est un petit bijou avec Jermaine Clement. Ils sont associés les deux, ils viennent de Nouvelle-Zélande, hein, ces réalisateurs-là. Ils ont une très belle créativité et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Jermaine Clement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui artistiquement et vraiment à tous les niveaux. C'est un gars qui fait aussi bien de la musique, qui réalise, qui écrit, il est hyper talentueux. Jojo Rabbit plus récemment en 2019. Dernièrement, il devait travailler sur Akira. Finalement, le projet a un peu été mis sur pause, peut-être même abandonné, on ne sait pas trop encore, pour pouvoir faire Thor Love and Thunder, la suite de Thor Ragnarok. Donc, on attend de voir ça. Évidemment, Jon Favreau a aussi réalisé plusieurs épisodes dans The Mandalorian. Je continue aussi avec 2 réalisateurs dont j'ai oublié de parler mais qui sont quand même importants. Robert Rodriguez a aussi participé à la réalisation de plusieurs épisodes, dont notamment, il me semble, le dernier ou l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier épisode de la saison 2, je pense. Donc Robert Rodriguez, on ne le présente plus, hein, From Dusk Till Dawn en 96, Desperado en 1995, qui était le remake de El Mariachi, qui était son premier film qu'il avait fait grâce, en fait, il s'était porté volontaire pour, tu sais, des expériences un petit peu médicales, il te paye en échange de quoi, t'es un peu un cobaye. C'est un petit peu bizarre, mais voilà, il a été chercher l'argent de cette manière-là pour pouvoir produire son premier film. The Faculty en 98, toute la série des Spy Kids, Sin City, Planète Terror en 2007 ou Machete en 2010, etc., etc. Je pense que Robert Rodriguez, c'était quelqu'un, on va en parler très brièvement, mais c'est un réalisateur qui était un réalisateur à succès, d'après moi, belle créativité, notamment au début, fin des années 90, milieu 90, avec Desperado, From Dusk Till Dawn, toutes ces séries de films-là, de Faculty, qui étaient quand même assez drôles aussi, Sin City, qui est quand même pas si mal, parce qu'il y a réellement quelque chose comme ça d'original dans l'adaptation de Miller, au niveau du cinéma. Mais après ça, je pense qu'on s'est un peu perdu dans Spy Kid, dans tous ces films-là qu'il a pu faire, des films pour enfants, qui, j'imagine, doit certainement trouver son public au niveau des films pour enfants, mais qui, moi, me touche peut-être un petit peu moins, je les regarde moins, ces films-là. Donc, je trouvais que, voilà, moi j'aimais ça un peu l'univers From Dusk Till Dawn, un peu relié à Tarantino, du Rodriguez, Desperado, ça c'était des choses que j'aimais beaucoup. Carl Weathers aussi. Carl Weathers qu'on voit dans la saison 1, qui a quand même un rôle assez important, a réalisé plusieurs épisodes. Carl Weathers, qui est Apollo Creed dans la série des Rocky, ou qui jouait encore aussi dans Predator, qui avait eu aussi son petit film Action Jackson en 1988, qui n'était pas super abouti honnêtement, mais voilà, il essayait d'être l'autre Monsieur Muscle un petit peu face à Schwarzenegger et Stallone à l'époque, ça n'a pas nécessairement marché,
Mais c'est quand même un bon acteur et c'est cool qu'on le retrouve quand même dans cette série-là. La musique a été faite par Ludwig Göransson. C'est un gars au niveau de la musique que j'aime beaucoup. Il a beaucoup collaboré avec Hans Zimmer en fait. Et d'ailleurs, il a fait lui la musique de Tenet car Hans Zimmer, tu sais que Christopher Nolan demande toujours à Hans Zimmer de faire la musique de tous ses films. Mais là, il avait déjà signé un contrat pour un autre film. Il était donc occupé, il ne pouvait pas faire la musique de Tenet. Et c'est Hans Zimmer qui a dit mais non, prends Ludwig Göransson pour faire ta musique, c'est un super bon compositeur. Et donc la musique de Tenet a été faite par Ludwig Göransson. Et c'est très très bien d'ailleurs, ça colle tout à fait à l'univers de la cinématographie de Tenet. Donc c'est très bien réussi. Donc notamment, il a fait la musique de Creed, qui est un film que je conseille, c'est un petit bijou. Pas le 2, juste le premier. Le 2, c'est pas bon. Mais le 1, j'ai vraiment aimé. Il y a quelque chose en arrière dans Creed qui est là, qui a été fait par le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler. Et je trouvais qu'il y avait une belle réussite dans Creed, qu'on ne retrouve pas dans Creed 2, malheureusement, parce que Stallone a un petit peu mis ses idées, et là, tout est fini. Donc il avait fait aussi la musique de Creed, Black Panther, la musique de Venom, la musique de Tenet, notamment. Qu'est-ce qui se passe avec le Mandalorian? À l'heure actuelle, il y a 2 saisons, première saison en 2019, deuxième saison en 2020. Y aura-t-il une 3e saison? Ils ont dit que probablement, elle sortirait par contre uniquement en 2022, parce qu'en décembre 2021 va sortir The Book of Boba Fett avec Temuera Morrison, qui va être réellement une autre série, un spin-off comme on pourrait dire, qui va sortir en décembre 2021. Alors, The Book of Boba Fett, ce que je trouve très intéressant, c'est que là où s'arrête la série de Mandalorian, The Book of Boba Fett commence à ce moment-là, que tu le vois d'ailleurs au dernier épisode. Et moi, j'aimerais que ça reste comme ça, finalement, qu'il n'y ait pas nécessairement de saison 3 à Mandalorian. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se termine et on pourrait comme ça rebondir sur une autre histoire, d'autres aventures. Pourquoi pas? Ça serait une idée qui pourrait se tenir. Donc, je te dirais quelque part à suivre. On va terminer assez rapidement, je parle toujours beaucoup, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, mais sur un petit peu les anecdotes par rapport à cette série-là qui est vraiment une très belle série. Il faut que tu saches que Pedro Pascal n'était pas le seul à revêtir le masque, le casque, la combinaison pendant toute la série. Il y avait 2 autres personnes avec lui. C'est doublé notamment par Brendan Wade et Latif Crowder, qui sont des gars qu'on voit un petit peu comme ça aussi comme acteurs, mais qui sont surtout des cascadeurs. Brendan Wayne, il faut quand même dire que c'est le petit-fils de John Wayne, c'est pas n'importe qui. Et par exemple, pour l'épisode 4 de la saison 1, il faut que tu saches que Pedro Pascal est quasiment pas là. En fait, il est presque pas là, quoi. De toute la série, ça a été tourné avec ces 2 autres gars-là qui font effectivement la plupart des cascades et qui le doublent par moment. Mais quand même, c'était assez intéressant. Très bon choix, je pense, de Pedro Pascal d'avoir choisi réellement ce personnage-là dans cette série-là. La série, donc le scénario se passe en fait 6 ans avant la naissance de Rey. Rey, qui est le personnage principal de la nouvelle trilogie 7, 8, 9, donc avant le réveil de la Force. Ça se passe après le retour du Jedi, avec l'avènement du Premier Ordre. Donc c'est dans cet espace-temps qu'on est au niveau de la mythologie des Star Wars. Et notamment, il y a l'avènement du Grand Amiral Thrawn qui est cité dans la série, entre autres. Donc ça te donne une idée d'à peu près quand est-ce que ça se passe. À un moment donné, il y a une des scènes où ils avaient besoin d'énormément de Stormtroopers, et comme ils ont décidé avec Jon Favreau d'utiliser un minimum de CGI, d'effets spéciaux, c'est beaucoup des practical effects, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'animatroniques, beaucoup de gens déguisés, beaucoup de choses comme ça qui rejoignent vraiment le 4, 5, 6. Je trouve qu'il y a une ambiance comme ça qui est collée, que j'aime beaucoup. Donc, ils voulaient absolument avoir beaucoup de Stormtroopers, ils n'en avaient pas assez. Ils ont fait appel au 501e Legion Fan Club. Ça, c'est le plus grand fan club international au monde de Stormtroopers qui existe. Ce sont des gars qui font donc du cosplay, qui se déguisent en Stormtroopers. Ils ont fait appel à eux et eux, ils ont participé du coup à la scène et je trouvais ça vraiment remarquable. Ewan McGregor a fait des essais de costumes pour la série télévisée Obi-Wan Kenobi. Il va y avoir une série, qu'on appelle une télésérie, qui est censée n'avoir qu'une seule saison. Si tu ne le savais pas, Obi-Wan Kenobi va sortir, la série se déroulera 10 ans après Star Wars 3, à savoir que Hayden Christensen reprendra son rôle de Anakin Skywalker / Darth Vader dans cette série-là. Ewan McGregor a fait des essais de costumes puisque lui-même est rentré en tournage pour Obi-Wan.
Et pendant qu'il faisait ses essais de costume, il s'est baladé en fait sur le tournage parce qu'il était juste à côté de The Mandalorian. Du coup, toute l'équipe a été rendue complètement confuse. Ils pensaient, ah oui, ok, mais finalement, il va y avoir Obi-Wan Kenobi dans l'histoire, etc. Et pas du tout. Donc, il s'est juste baladé là. Il a aimé ça, en même temps, ça l'a imprégné au niveau du tournage, parce qu'il lui, il a commencé dans pas longtemps. Il faut savoir que le tournage avait été retardé, parce que Kathleen Kennedy, qui est la boss au niveau de la section Lucasfilm dans Disney, avait décidé de faire réécrire le scénario d'Obi-Wan qu'elle jugeait pas nécessairement abouti. On retrouve Rosario Dawson dans cette série-là qui reprend le personnage d'Ashoka Tano, qui est un personnage qui est vraiment apprécié par les fans de Star Wars, qui n'avait été vu uniquement que dans les séries animées, donc Star Wars Legends, Attaque des clones, etc. de Dave Filoni. Et Rosario Dawson a eu son rôle en fait grâce aux fans. La communauté sur internet avait fait une pétition pour que ce soit Rosario Dawson qui ait le rôle de Ashoka Tano. Et la production a décidé de suivre cette idée. Donc c'est réellement elle qui a eu le rôle à ce moment-là. Il faut savoir que Ashoka Tano, tu la retrouves dans la série exactement là où elle s'était arrêtée dans Star Wars Rebels. Elle s'arrête là, on la retrouve dans la série exactement au même endroit. Ce qui est la même affaire pour Bo-Katan. Bo-Katan, qui est cette espèce de Mandalorienne, voilà, qu'on retrouve aussi à peu près au même endroit. Au niveau des nouvelles séries, je vais terminer avec ça. Donc je l'ai dit, The Book of Boba Fett que tu vas trouver peut-être, mais c'est pas encore confirmé à 100%, de Mandalorian saison 3 en 2022, Book of Boba Fett 2021. Ashoka Tano va avoir sa propre série qui va être évidemment jouée par Rosario Dawson. C'est pour ça qu'elle a été introduite dans le Mandalorian. Donc on va avoir la série Ashoka Tano. On va avoir la série aussi Rangers of the New Republic, dont on ne connaît pas trop de quoi ça va parler. Et enfin, la série tellement attendue par tout le monde de Obi-Wan. Donc on voit qu'avec Ewan McGregor, on voit qu'on se tourne beaucoup dans les séries télévisées. C'est vrai que depuis The Witcher, depuis The Mandalorian, qui sont deux séries qui sont sorties à peu près en même temps au niveau de la saison 1, il y a eu vraiment, le public a vraiment aimé, c'est très abouti. The Witcher, si je termine avec The Witcher rapidement, ce que j'avais aimé, c'est que réellement ça se passe pendant 3 timelines, le scénario différent. Attention, spoiler alert. Et finalement, ça reste très compréhensif et à la fin, il y a beaucoup de twists qui jouent là-dessus. Donc il y avait réellement une créativité scénaristique qui était très intéressante par rapport à ça. Je terminerai là-dessus. J'ai hâte de voir l'année prochaine Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett. Je trouvais qu'il l'avait vraiment, vraiment très, très bien réussi dans The Mandalorian. Un Boba Fett sauvage, un Boba Fett déterminé. C'est une belle idée. Et moi, j'ai hâte aussi de regarder Boba Fett. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je suis accompagné de mon Liam de Noël. Donc c'était voilà cette nouvelle vidéo sur Nation Cinéma. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je fais ce que je peux. Je vais essayer de continuer. Je ne vais pas laisser tomber la chaîne. Donc je vais continuer. Le cinéma est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est sûr. Il y a aussi cette idée sur cette chaîne d'aider au travers, par exemple, des études de cinéma ou comment écrire un scénario. Donc je vais poursuivre dans la même lignée. Et s'il y a des choses qui m'intéressent comme le Mandalorian, où j'avais fait aussi IP Man que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'en parle et je dis un petit peu pourquoi. C'est mon opinion personnelle, mais en même temps, ça peut donner des pistes quant à savoir ah, mais j'ai pas idée de qu'est-ce que je peux aller regarder. Tu peux aller regarder et si ça te plaît pas, eh ben t'arrêtes. Moi je dis toujours ça, t'arrêtes. C'est pas la peine de se faire chier à regarder un film ou une série pendant des heures parce que t'aimes pas. Si t'aimes pas, tu arrêtes et puis c'est tout. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Alors, après, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, on met un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Ou 2 petits pouces bleus. Ou 2 petits pouces bleus aussi, oui. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, s'il y en a une qui sort. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye. Mais moi je chante faux. Toi tu chantes juste, mais moi je chante faux.